Actuellement, nous n'avons aucune preuve que Travis Decker soit en vie ou mort. À l'heure actuelle, le FBI mène une opération de recherche quadrillée. Nous espérons trouver des preuves menant à Travis Decker. Le FBI mène une vaste opération de recherche de 2 jours au camping de Rock Island, où les 3 filles de Travis Decker ont été retrouvées assassinées en juin. Près d'une centaine d'agents et de partenaires locaux fouillent un terrain escarpé à la recherche de la moindre trace de Decker ou de preuves qui pourraient enfin répondre à la question obsédante. Travis Decker est-il encore en vie ou est-il mort ? Nous analyserons la recherche, la conférence de presse et le crime avec un ex-détective spécialisé en homicide qui apporte son expertise sur ce type d'affaires. Bienvenue dans Sidebar par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Quelques jours seulement après avoir appris que des preuves acides désoxyribonucléiques liaient Travis Decker au sac plastique et aux attaches utilisées dans les meurtres de ces 3 jeunes filles, une nouvelle étape majeure dans cette affaire mérite d'être abordée. Le FBI a donc rejoint les enquêteurs du comté de Chelan sur le terrain à Leavenworth, dans l'État de Washington, lançant une vaste opération de recherche quadrillée de 2 jours au camping Rock Island. C'est là que les enfants de Decker, Peyton, Evelyn et Olivia, ont été retrouvés morts en juin. Près de 100 agents fédéraux et partenaires locaux ratissent les pentes escarpées, les broussailles épaisses et les terrains isolés. Ils cherchent le moindre signe de Decker, peut-être même des preuves qui pourraient enfin répondre à cette question. Est-il seulement en vie ? C'est justement la question. Les autorités ont tenté de répondre à cette question lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier, et nous allons en parler et évoquer les derniers détails. Avant d'aborder les annonces, revenons brièvement sur les événements qui nous ont menés ici. Donc, le 2 juin dernier, 3 petites filles, Peyton, Evelyn et Olivia, âgées de 9, 8 et 5 ans. C'est de cela qu'il s'agit. Leurs corps ont été retrouvés près du camping Rock Island, dans l'État de Washington. Leurs corps ont été retrouvés avec des sacs plastiques sur la tête et les poignets liés par des colliers de serrage. Selon le bureau du shérif et les documents du tribunal, 2 de ces filles avaient chacune 2 sacs sur la tête et l'une d'elles en avait 3. Les autopsies ont confirmé qu'elles sont mortes par suffocation et leurs décès ont été considérés comme des homicides. Les enquêteurs ont envoyé les sacs et attaches zip au laboratoire de criminalistique de l'État de Washington. Les résultats sont revenus le 6 août. L'acide désoxyribonucléique retrouvé sur ces objets correspondait à une seule personne, leur père, Travis Decker, âgé de 32 ans, un vétéran de l'armée ayant reçu un entraînement au combat, et les autorités disent que cela fait de lui leur seul suspect. Mais voici le problème. Travis Decker a disparu depuis lors. Depuis plus de 2 mois, il n'y a eu aucune apparition confirmée. Les forces de l'ordre estiment qu'il peut survivre longtemps dans la nature sans équipement. Le service des marshals américains a offert une récompense de 22 000 $ pour toute information menant à son arrestation et ils avertissent le public qu'il doit être considéré comme armé et dangereux. Cet été, il y a eu des signalements potentiels. Un a eu lieu début juillet dans la forêt nationale de Sawtooth, Idaho. Un autre a eu lieu près du col de Snoqualmie, dans l'État de Washington, mais rien n'est confirmé. Des chiens de recherche et des secours ont fouillé montagnes, forêts et campings, sans aucune trace de Travis Decker. Et les autorités admettent que les recherches ont été réduites parce que les pistes se sont taries, mais elles ont juré qu'elles n'abandonnaient pas. Et c'est cette chronologie. C'est la chronologie dans cette affaire qui donne encore des frissons. Pourquoi ? Parce que voici ce que nous savons. Quelques jours avant le 30 mai, Travis a récupéré ses filles chez leur mère, Whitney, dans la vallée de Wenatchee et lui a dit qu'il les ramènerait ce soir-là. Mais lorsque Whitney n'a pas pu les joindre et que les filles ne sont jamais rentrées à la maison, elle a prévenu la police. Et le lendemain, les autorités ont appris que Travis et les filles ne s'étaient jamais présentés à une course de 5 km à laquelle ils étaient censés participer. Et malgré cela, la police n'a pas déclenché d'alerte Amber, seulement une alerte disparition en danger, car les critères Amber n'étaient pas techniquement remplis. Puis, le 2 juin, la voiture de Travis a été retrouvée abandonnée près du camping. Et c'est à ce moment-là que les adjoints ont fait la découverte dévastatrice des corps des filles. Depuis, les enquêteurs ont accumulé toujours plus de preuves contre Decker. De l'acide désoxyribonucléique, des empreintes de mains ensanglantées correspondant à Decker, ses affaires dans le camion et des recherches internet récentes sur un déménagement au Canada. Et les autorités disent qu'il fait maintenant face à 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et à 3 chefs d'accusation d'enlèvement. Pendant près de 3 mois, la recherche de Decker s'est étendue à travers l'État de Washington, l'Idaho et au-delà. Chiens squelettiques,
Hélicoptères, drones, nombreuses des équipes de recherche. Comme dit, il y a eu des signalements, des témoignages et des recherches en forêts isolées sans retrouver de traces confirmées de lui. Les autorités reconnaissent que la piste s'est refroidie, mais l'enquête n'a jamais été close, ce qui nous mène à hier. Lors d'une conférence de presse à Leavenworth, Peter Orth, agent superviseur principal du FBI à Seattle, a été très clair sur un point. Cette nouvelle opération de recherche vise à aller plus en profondeur et à être plus minutieuse que jamais auparavant. Et nous sommes ici pour, espérons-le, apporter un certain apaisement à leurs proches dans cette tragédie insensée. La conférence de presse a aussi révélé l'ampleur de l'opération. Nous parlons d'équipes de réponse aux preuves du FBI, d'experts électroniques du Special Weapons and Tactics et même d'équipes de plongeurs du comté de Spokane qui fouillent les eaux près du terrain de camping. Nous allons approfondir la recherche, mais d'abord, pour m'aider à analyser, j'invite le détective à la retraite spécialisé en homicide, le docteur Ken Lang, qui n'était pas venu depuis un moment. Ravi de le revoir. Merci beaucoup, docteur, pour votre temps. Je vous suis très reconnaissant. Merci de m'avoir invité, Jesse. J'apprécie l'opportunité. Qu'est-ce qu'une recherche par grille, exactement? Donc, une recherche par grille, c'est lorsque les forces de l'ordre identifient une zone d'intérêt particulière, qu'elles la divisent en grilles, en cadrans et en sous-cadrans, puis elles envoient des agents qui vont passer au peigne fin chacun de ces cadrans de différentes manières. Ils peuvent donc commencer le long de l'axe X et aller horizontalement vers la gauche ou la droite, ou suivre l'axe X et aller verticalement. Et de cette façon, une recherche par grille permettra aux agents de fouiller minutieusement chacun des cadrans à la recherche de preuves ou, dans ce cas, du suspect lui-même. Qu'en pensez-vous? Selon votre expérience, comment jugez-vous le choix du FBI d'effectuer une recherche en grille aussi importante 3 mois après, d'annoncer une fouille approfondie de 2 jours dans cette zone? Qu'en pensez-vous maintenant à ce stade? Et il faut aussi se demander, des preuves cruciales pourraient-elles encore survivre dans cet environnement? Oui, c'est tout à fait possible. Mes premières pensées étaient que cela se base sur ce que les enquêteurs savent maintenant et aussi sur ce qu'ils ne savent toujours pas. Ce qu'ils savent maintenant, c'est qu'ils ont plus d'informations qu'ils ont obtenues grâce aux résultats de laboratoire et à la synthèse des informations qu'ils avaient déjà. Ils ont eu l'occasion de vérifier s'il existe des informations provenant de téléphones portables ou si cela est même plausible. Ils ont également eu la possibilité d'analyser chacun des éléments de preuve. Donc, par exemple, ces colliers de serrage, ils savent peut-être maintenant qu'ils ont été coupés et qu'il pourrait y avoir des fragments restés sur la scène du crime original à différents endroits, ce qui pourrait les aider à reconstituer plus précisément le déroulement exact des événements au moment où le crime s'est produit. En ce qui concerne ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas où ils se trouvent. Et donc, à cause de cela, la première chose que nous examinons, c'est le téléphone portable du suspect, si nous pouvons le localiser. Mais il se trouve dans une zone isolée, donc c'est très peu probable. Ou s'il en avait un, il a peut-être déjà s'en est débarrassé. Il utilise peut-être un téléphone jetable ou s'est déjà débarrassé de ses téléphones. Mais s'il parvient à traverser la région montagneuse et les 50-60 miles jusqu'à la frontière canadienne, il devra tôt ou tard contacter quelqu'un ou utiliser des services bancaires pour commencer à se réinstaller. Donc, le deuxième domaine que nous commençons à examiner, c'est ces informations bancaires pour voir si le suspect a commencé à essayer de se relocaliser ou de se réinstaller. Est-il préoccupant d'approcher un tel suspect? Que veux-je dire par là? Je veux dire, vous recherchez un type considéré comme armé et dangereux, et qui pourrait même avoir les compétences nécessaires pour survivre seul pendant une période aussi longue. Vous constatez la gravité et la cruauté de cette attaque. Les enquêteurs ne recherchent pas John Smith. Ils cherchent dans quelqu'un qui est un suspect d'un tout autre genre. Expliquez-moi comment cela complique les recherches et l'arrestation. Donc, cela complique les recherches non seulement à cause de la gravité et du sérieux de cet acte violent qu'il a commis contre ses filles, mais il faut aussi garder à l'esprit sa santé mentale et les rapports que nous avons vus à ce sujet concernant le possible trouble de stress post-traumatique.
le possible trouble de la personnalité borderline, la paranoïa et les tentatives infructueuses du VA d'intervenir. Et comment cela s'est-il aggravé pour l'amener à ce point de violence? Et donc, avec cela, lorsque nous approchons ces suspects, nous devons les approcher avec beaucoup de précaution, très prudemment. Et c'est souvent dans ces cas-là que nous allons utiliser nos ressources comme une équipe de recherche, assistance, intervention, dissuasion, la négociation d'otages et ainsi de suite. Les membres de ces équipes sont probablement présents lors de la perquisition en cours avec le FBI. Trouvez-vous cela étrange, surprenant, qu'il ne l'ait pas trouvé? Je veux dire, est-ce possible que ses compétences de survie lui permettent non seulement de vivre en dehors du système de cette manière, mais aussi de passer inaperçu? Oui, absolument. Encore une fois, c'est une autre bonne raison de fermer ce terrain de camping et le parc et de lancer des recherches, parce qu'ici, pendant cette recherche, non seulement ils vont pouvoir le chercher lui-même, mais aussi chercher toute preuve de l'endroit où il aurait pu se trouver. S'il utilise ses compétences qu'il possède pour chasser du gibier, faire du feu, cuisiner sa propre nourriture, survivre, il y aura des preuves de cela. Et ces preuves les vont nous donner une idée de la direction dans laquelle il se déplace et progresse à travers ce terrain. Comment saurait-il s'il est à mort s'il ne trouve pas son corps? Y a-t-il d'autres preuves qui pourraient l'indiquer? Vous savez, dans une société urbaine normale où il y a tellement de choses attachées à une personne, comme on l'a dit plus tôt à propos des téléphones portables, de l'électronique, des emails, des comptes bancaires, toutes ces choses auxquelles la plupart des gens sont tellement habitués, lorsqu'il y a soudainement une coupure dans une zone urbaine, on peut commencer à tirer la conclusion calculée qu'ils sont désormais décédés. Dans cette situation, cependant, nous n'avons pas ce luxe. Nous avons tout ce terrain, nous avons toute cette région montagneuse. Nous avons affaire à lui avec ses compétences de survie dans lesquelles il a été formé. Et cela rend d'autant plus difficile de savoir s'il est mort ou vivant. Je veux parler de Scream pendant un instant, d'accord. Ce que nous savons sur Decker, cet ancien militaire entraîné au combat et qui aurait assassiné ses propres enfants de manière aussi ignoble. C'est terrifiant de penser à ce que ces enfants ont enduré. Qu'est-ce que vous pensez de cette attaque? Que pensez-vous, si les allégations sont vraies, des facteurs psychologiques, des éléments de stress qui pourraient pousser un père à tuer ses propres filles de cette manière? Vous savez, généralement dans les enquêtes pour homicide, nous voyons cela comme une attaque de vengeance. Et cela a certainement été accentué par sa possible maladie mentale dont il souffre. Mais prendre les filles, les attacher, puis leur mettre des sacs en plastique, pas un, mais deux, et dans un cas, 3 sacs sur la tête, et probablement utiliser ces colliers de serrage pour fermer le sac autour de leur cou afin d'empêcher l'air d'entrer. C'est très froid, c'est très calculé, c'est très sadique, sociopathe si vous voulez. Et donc, encore une fois, cela renvoie à ces éventuels problèmes de maladie mentale. Cela semble être le cas, les preuves pointent vers lui. Les preuves acides désoxyribonucléiques sur les sacs en plastique et les attaches de serrage ne ramènent qu'à lui. Tout d'abord, excellent travail de la police, non? Qu'ils aient pu déterminer cela aussi rapidement, mais aussi... Je ne pense pas que cela mène à quelqu'un d'autre que lui. Oui, vous savez, les progrès de l'acide désoxyribonucléique au fil des ans ont été remarquables. Vous savez, quand j'ai commencé dans les crimes sexuels et que je travaillais avec l'acide désoxyribonucléique, nous utilisions l'analyse short tandem repeat, qui est essentiellement une analyse acide désoxyribonucléique pour déterminer la paternité d'un enfant. Et maintenant, nous utilisons l'acide désoxyribonucléique mitochondrial, qui est un acide désoxyribonucléique tellement précis. Les ratios qui sont obtenus dans ces résultats, je veux dire, sont tout simplement astronomiques dans leurs conclusions. Et cela revient simplement à dire que vous êtes la seule personne sur cette terre à posséder cet acide désoxyribonucléique.
Je souhaite approfondir ce qui est ressorti de cette conférence de presse, car c'était important. Ainsi, alors Korth et le shérif du comté de Chelan, Michael Morrison, ont souligné que l'implication du FBI ne concerne pas une nouvelle piste en soi, ils ont précisé qu'il s'agit de s'assurer que rien n'est négligé et de préparer les futurs enquêteurs à réussir si Decker n'est pas retrouvé rapidement. Nous voulons apporter une conclusion. Nous voulons apporter des réponses. Nous comprenons la frustration. Nous la ressentons aussi. Cela fait 3 mois. Nous voulons Travis Decker en garde à vue devant un juge. Vous avez vu cela au cours des derniers mois avec nos agences partenaires et voisines, non seulement au niveau national dans l'État, mais aussi à l'international, qui ont suivi des pistes en notre nom. Le bureau du shérif et les habitants du comté de Chelan sont reconnaissants. Nous resterons reconnaissants, mais poursuivrons nos efforts. Nous n'abandonnerons pas tant que cette enquête ne sera pas terminée et que Travis ne sera pas localisé ou placé en garde à vue. Alors, Dr Lang, qu'en pensez-vous? Vous avez ces différentes agences qui travaillent ensemble. Elles sont clairement engagées dans cette affaire. Il n'y a pas de développement significatif pour leur dire s'il est en vie ou non, ou s'ils sont proches de l'arrêter. Mais vous avez toutes ces agences qui travaillent ensemble. Parlez-moi de cela. Donc, quand je vois ce partenariat se mettre en place, cela me rappelle simplement mon époque où, pour nos plus grandes affaires, le FBI offrait ses services tout simplement parce qu'il dispose de plus d'équipements, de laboratoires plus vastes qui peuvent être utilisés dans ces enquêtes, alors que les agences locales n'ont pas forcément le budget pour les exploiter ou les utiliser dans leur agence. Et donc, avec cela, le FBI apporte tout un ensemble de matériel qu'ils peuvent déployer sur la scène de crime pour le rechercher. Ils pourraient aussi documenter la scène de crime. Par exemple, ils disposeraient de plus de scanners laser 3D qui leur permettent de scanner et de créer une réplique en 3 dimensions de la scène de crime, ce qui aidera plus tard lors de la poursuite judiciaire et pour documenter l'affaire. Ils bénéficient encore d'une bien meilleure surveillance et puis ils ont même de l'argent à investir dans différentes choses. Selon mon expérience, ils savaient effectuer des extractions de données de tours cellulaires et donc en effectuant des extractions de données des tours cellulaires, c'est-à-dire des données des téléphones portables utilisés sur chaque tour, nous pouvons observer et voir différentes informations apparaître. Donc, le FBI dispose de nombreuses ressources de ce type qui ne sont pas accessibles aux agences locales. Et ils viennent souvent pour aider à faciliter cela. Non, le camping de Rock Island et les sentiers voisins restent fermés pendant l'opération. Et en ce qui concerne Travis Decker, ils ne savent toujours pas s'il se cache dans la nature ou s'il est déjà loin. Je vais vous dire, le shérif Morrison l'a dit franchement. Je l'ai déjà dit, je ne pense pas qu'il ait quelque chose de spécial. Actuellement, c'est un criminel recherché pour meurtre et enlèvement. Je l'ai dit, il doit être parfait chaque jour, alors qu'il nous suffit de l'être une seule fois. Et s'il est encore en vie, j'imagine qu'il doit être assez fatigué maintenant. Mais nous comprenons qu'il y a une possibilité qu'il soit décédé. Mais tant que nous ne l'aurons pas trouvé, vivant ou mort, nous allons continuer à chercher. Dr Lang, parlez-moi de cela. Quel impact ont la fatigue, bosser l'environnement et le temps sur la survie du fugitif, ainsi que sur l'efficacité et la capacité des recherches à localiser des indices sur sa position? Je veux dire, la fatigue pour le suspect ici est un élément crucial, n'est-ce pas? Parce que la fatigue, il va vous amener à faire des erreurs, à ne pas être sur vos gardes et tout ça. Donc, premièrement, il aurait très bien pu sortir dans la nature. Une fatigue pourrait s'installer et il pourrait alors décider de mettre fin à ses jours en se suicidant et il aurait pu le faire. Ou bien, sous l'effet de la fatigue, il ne traverse pas très bien le terrain. C'est un terrain traître et il se peut même qu'il se soit blessé. Et si c'est le cas, alors il va être ralenti, retenu et il ne pourra pas avancer à la vitesse qu'il souhaite si ses blessures lui permettent d'avancer. Je veux dire, mais cette fatigue affecte aussi les forces de l'ordre. Le FBI et les personnes impliquées dans cette recherche. Et donc, pour lutter contre cela, ce que nous faisons généralement, c'est que nous travaillons par équipe, ce qui offre des opportunités d'heures supplémentaires à différents agents. Il y a des agents de la route qui ont travaillé en patrouille pendant 8 heures, qui peuvent
vouloir prolonger leur service de 4 ou même 8 heures supplémentaires, puis se rendre à cet endroit. Ils pourraient créer une task force où ils mettent en place des équipes spécialisées en veillant à ce que ces travailleurs de première ligne bénéficient du repos, de la nourriture et de tout ce dont ils ont besoin pendant qu'ils mènent cette enquête. Donc, près de 3 mois après que ces 3 petites filles ont été retrouvées assassinées, nous ne savons même pas quoi en penser. La lutte pour des réponses aux Diatoins continue. Ils ont instauré cette récompense. La vaste opération de ratissage menée par le FBI cette semaine pourrait ne pas résoudre l'affaire. Nous verrons ce qu'il en ressortira. Mais je vais vous dire, cela semble être le signe le plus fort jusqu'à présent que les enquêteurs ne laissent pas l'affaire Story tomber dans l'oubli. Et pendant ce temps, leur mère, Whitney, reste en deuil. Il y a une cagnotte GoFundMe pour la soutenir. Elle a déjà récolté plus de 1,2 million de dollars, ce qui est incroyable. Tous les regards restent tournés vers la suite. Nous suivrons cette affaire sur Sidebar. Merci Dr Ken Lim pour votre temps, je vous suis reconnaissant. Merci. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Alpa Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.